Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors pour réussir à introduire la masse sans problème, la solution est d'introduire un champ supplémentaire qui est appelé le champ de X. Et c'est une méthode qui a été trouvée par 3 groupes, indépendamment, à seulement quelques mois d'intervalle. C'est une des illustrations habituelles que quand la situation est mûre, d'un point de vue théorique et expérimental, pour faire un pas en avant, il n'est pas rare que plusieurs chercheurs indépendamment trouvent et franchissent le même pas. Ici, dans l'ordre, ça a d'abord été les Belges François Englert et Robert Brout, l'Écossais Peter Higgs et le groupe Gerald Gulranik, Carl Hagen et Tom Kibble. Le nom de Peter Higgs est dû au fait, pour des raisons historiques et de publication, c'est son article qui a été le mieux connu très rapidement dès le départ et qui fait que le nom est resté, a été donné à ce champ. Il ne s'est pas nommé lui-même, c'est pas l'habitude. D'autres ont appelé champ de X et le nom est resté. Ce champ est un champ scalaire, c'est-à-dire non vectoriel, sans spin, un peu comme le champ de pression, et il dépend de 2 paramètres qu'on écrit φ1 et φ2. Et des valeurs différentes de ces paramètres correspondent à différents états du champ. Quand on a introduit ce champ dans les équations avec la théorie électrofaible, les paramètres sont choisis de manière à ce que ce champ de X corresponde à une énergie potentielle qui a la forme suivante. À énergie très grande, pour des énergies très grandes, il a la forme, donc si on trace les 2 axes φ1, φ2, cette énergie a le potentiel d'un bol, comme ceci, en forme de bol, et la valeur minimum est φ1 égale φ2 égale 0. L'énergie minimale correspond donc au vide du champ de X. On constate aussi que l'ensemble est invariant par rotation dans le plan des variables φ1 et φ2. Bien sûr, ce ne sont pas des variables géométriques, c'est des variables internes au champ, donc c'est une symétrie interne. À énergie plus basse, à plus faible énergie, le champ prend une forme comme ceci. Donc, une espèce de bol avec un renflement au centre, un peu comme un culot de bouteille, avec le renflement au centre, ou comme un sombrero, ou si on l'a déjà comparé à un sombrero. Notons que nous avons toujours cette symétrie par rotation. Bon, à mon dessin après, bon, je ne suis pas champion au dessin, mais il y a toujours cette symétrie par rotation. Mais l'état d'énergie minimum, cette fois-ci, n'est plus au centre, mais forme un cercle dans le plan φ1, φ2. L'état φ1, φ2 égale 0 est alors appelé le faux vide. Mais le système va évoluer spontanément vers l'état d'énergie minimum, c'est-à-dire un point du cercle, peu importe lequel. Ils sont tous équivalents à cause de la symétrie par rotation. Et cet état est appelé l'état de vrai vide. Puisqu'il y a évolution spontanée vers cet état, on parle de brisure spontanée de la symétrie, puisque dans cet état-là, il n'y a plus symétrie par rotation. C'est un point particulier du cercle. Un théorème dû à Goldstone montre que dans une telle situation, on a apparition d'excitation sans masse du champ. Notons que ce théorème est d'ailleurs plus ancien que le mécanisme de Higgs
est notre problème des masses. Il est lié à l'étude des brisures spontanées de symétrie, et notamment dans le cadre de la supraconductivité, qui a inspiré nos protagonistes. Ce sont donc les connaissances, comme je vous ai dit, les connaissances étaient prêtes, elles étaient là, il n'y avait plus qu'à tout mettre ensemble pour trouver la solution. Ici, on est en théorie quantique des champs, donc ça correspond à des états, ces états excités correspondent à des particules appelées bosons de Goldstone. Des bosons sans masse. Et donc, ils correspondent en fait à des excitations le long du cercle. Alors la raison est facile à comprendre. L'état, ici, c'est l'état du vide. État d'énergie minimale. Mais les états voisins ont la même énergie. Donc, on passe très facilement d'un état à l'autre. Et ce, sans devoir fournir la moindre énergie. La moindre excitation du champ peut changer cet état. C'est ce qu'on appelle les excitations de Goldstone. Et elles correspondent à une masse nulle, parce que si ces bosons avaient une masse, pour créer ces excitations, il faudrait une énergie au minimum de mc carré. Or ici, aucune énergie n'est nécessaire. Donc ce sont des bosons sans masse. Voilà le mécanisme une fois le champ introduit avec brisure de symétrie. Ce mécanisme implique donc un nouveau champ et l'apparition de nouvelles particules sans masse. Alors ça semble l'inverse de ce qu'on voulait obtenir, puisque nous avions des bosons WZ sans masse, ce qui est gênant. On cherche un mécanisme pour donner de la masse. Au lieu d'avoir de la masse, on a des particules sans masse. Des particules en plus sans masse. Mais il y a un dernier acte. Et ce dernier acte va donner l'apparition de la masse que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.